merci à tous d'être venus parler de ce sujet. Donc, Joao Cardoso, vous êtes CEO de Lovis. Allez, on peut dire une néo-assureur. On en rediscutera. Jonathan Denay, Managing Partner chez Open CNP. Arthur Desnouveaux, directeur études et innovation de MMA et directeur affinitaire et partenariat Covea Affinity. Et enfin, Aurore Gaspard, Deputy CEO French Retail Banking chez Société Générale. Merci encore. Ça se dit en français aussi. Oui, on m'a donné ce titre, donc du coup, mais sinon, ça se traduit comment ? Directrice adjointe de la banque de détail en France, mais ça faisait un peu plus international. Bon, écoutez, super. Donc, comme je disais, le titre de cette table ronde, donc néobanque, néo-assureur, même destin, point d'interrogation. Vous me direz ce que vous pensez. Allez, Joao, forcément, je commence avec vous. Vous êtes le plus petit, enfin, en termes de nombre de clients, pardon. Voilà, ça n'était pas écrit. Voilà. Est-ce que, du coup, le terme de néo-assureur, ça décrit bien Lovis, ou alors vous ne voulez pas du tout qu'on vous appelle comme ça? Je pense que c'est cohérent parce qu'en fait, on est en train de... notre objectif, c'est de réimaginer, repenser l'expérience client. Et alors, de cette façon, je pense que c'est vraiment cohérent parce que les néobanques, ils ont aussi cet défi d'innover de l'expérience client. Ok, merci. Très concis, je n'ai pas eu le temps de... Ok. Et alors, je vais me tourner là plutôt vers les acteurs justement traditionnels. Vous, comment est-ce que vous percevez des acteurs comme Lovis et d'autres? Il y a quelques startups qui sont lancées sur le B2C récemment. Est-ce que vous les considérez, vous, comme des futurs concurrents ou alors au contraire des partenaires? C'est toujours un grand débat. C'est un peu le même débat qu'on avait d'ailleurs pour faire le parallèle avec les néobanques. C'est moi qui commence à parfaire le vieux con d'une compagnie d'assurance qui a 200 ans et qui a envie de dire qu'on regarde Lovis avec beaucoup d'admiration et on dit bravo pour ce que vous avez fait. En revanche, évidemment, on ne vous considère pas comme un assureur, mais comme un courtier. Parce que nous, on voit toute la chaîne de valeur du risque quand on est chez MMA. Et donc, on vous regarde avec... plein de questions, des questions auxquelles on ne sait pas d'ailleurs forcément répondre, des questions de savoir si vous êtes des concurrents, si vous êtes des partenaires. Et ces questions-là, on ne les a pas complètement tranchées, mais on se dit quand même que dans la chaîne de valeur complète, c'est important pour nous de ne pas se faire déborder par des gens comme vous. Ce n'est pas encore le cas. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est si ça va nous arriver ou pas. Et on n'est pas bien sûr, mais je vais laisser les autres développer, que le côté néobanque soit vraiment celui auquel il faille vous comparer. En tout cas, c'est la conviction chez MMA. Je vais voir si... Joao, tu pourras aussi te défendre. J'ai l'opportunité de me défendre, merci. Alors, je pense qu'il y a toujours cette point de vue que qu'est-ce qui est en banque ou pas en banque du point de vue réglementaire, parce que dans les néobanques, on a aussi deux familles. Et on a la famille qui sont des entreprises de moyen déploiement. Par exemple, si on regarde en France, Canto, Nickel ne sont pas des banques du point de vue réglementaire. Moi, je pense que l'axe primordial ou principal, c'est l'axe comment le client nous regarde. Et je pense que les clients nous regardent, même si du point de vue réglementaire, bien sûr, on est en courtier d'assurance au point de vue réglementaire, strictement réglementaire. Pour moi, l'axe principal, c'est est-ce qu'on est en train de créer les produits pour le client? Comment le client nous regarde? Et si je pose cette question à mes clients, je dirais que la grosse majorité, il nous croit comme son assureur. Et alors, bien sûr, et ça, c'est la façon pour nous plus importante. Après, c'est le risque, à la fin, va être sur le bilan du point de vue économique de Lovis, ou le bilan de notre agent. Je pense que ça, c'est une autre question. Mais bien sûr, pour nous, la maîtrise du risque, c'est aussi très important, bien sûr. Alors, moi, je représente donc, du coup, les banques traditionnelles. Donc, je suis la deuxième à parler dans ce monde-là, mais en fait, je viens d'un monde qui était Boursorama, donc qui était en effet une banque déjà, néo pas tant que ça, mais en fait avec un modèle qui me fait dire justement comment on vous voit. Moi, je pense que la clé, c'est que quand on bâtit un modèle purement digital, on le bâtit en fait totalement à l'opposé des modèles traditionnels. Donc, une banque traditionnelle, par exemple, quand elle distribuait des produits bancaires ou d'assurance, elle part du principe qu'un humain va expliquer le produit. C'est la différence fondamentale avec en fait ensuite des acteurs qui arrivent dans un monde digital où, par définition, le client il est seul. Il est autonome au départ pour voir les offres, les comprendre. Donc en fait, toute l'expérience, elle est orientée sur comment je vais me faire bien comprendre du client
Elle est très orientée aussi, il ne faut pas se leurrer, sur des propositions tarifaires, parce que dans un monde quand même du digital sans humain, eh ben, on compare, on s'informe, et puis on n'a pas de côté émotionnel au départ. Donc je pense que vraiment, nous, on vous regarde, et je suis assez d'accord hein, sur tous les parcours, avec, comment dirais-je, admiration et comme une source d'inspiration. Et nous, par exemple, même dans la banque traditionnelle, ce qu'on a essayé de mettre à disposition de nos clients, alors avec notre SI, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est des parcours aussi de souscription pour que les clients puissent le faire tout seuls. Donc, quand même, on essaye de s'inspirer et d'essayer d'aller dans cette logique-là, mais je suis assez d'accord qu'il y a tout un renversement à faire pour savoir bien s'adresser aux clients, avoir les bonnes, en gros, pareil, les bons parcours et avoir cette simplicité native. Voilà, donc... Voilà, et pour rajouter, de mon côté, moi je m'en fiche un petit peu des labels, que ce soit néobanque, néo-assureur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des acteurs qui essaient de faire changer les choses sur le marché, qui, par le coup, stimulent aussi tous les autres. Et comme est naturel dans tous les secteurs, on va dire que les startups attaquent, elles essaient de se développer là où elles peuvent créer des sources de différenciation très significatives. Donc c'est naturel initialement en tout cas que ce ne soit pas sur le portage de risque, qui est un métier de bilan dans lequel il faut déjà énormément d'argent, mais plus évidemment sur l'expérience utilisateur au bout. Et puis on voit que d'ailleurs les labels c'est un petit peu fluide, parce que quelqu'un qui commence courtier peut ensuite potentiellement demander sa licence d'assureur. Et puis sur l'autre partie de la question, en tout cas pour nous, CNP Assurance en tant qu'assureur qui opère principalement en B2B2C, des gens qui construisent des briques intéressantes sur l'expérience client, la souscription, c'est plutôt des partenaires assez naturels, comme des partenariats qu'on a pu monter avec des acteurs comme Alan, puisque nous là on a un rôle de porteur de risque et de travailler avec nos partenaires sur les produits, et c'est quelque chose que ces acteurs-là cherchent. Tu veux te défendre ou pas? Il n'est pas attaqué, on n'arrête pas de l'admirer. Non, et je pense qu'avec le groupe CNP Assurance, le groupe La Banque Postale, en soi, c'est en fait, pour moi, c'est un case study très intéressant. Parce que, en fait, je venais d'arriver en France. Alors, je suis portugais à la base, et avant d'être en France, j'étais au Brésil où j'ai créé un site comparateur. Alors, je venais d'arriver en France. On voit qu'il y a un appel d'offres de ma French Bank à l'époque, voudrait vendre seulement à son smartphone en ligne, alors faire un peu le Bed Insurance là sur un smartphone. Et c'est marrant parce qu'on est y allé et on les explique. Alors on peut faire pour vous là sur un smartphone, mais on trouve qu'il n'y a pas d'intérêt dans son smartphone parce que la proposition de valeur c'est très faible, mais par contre on a une proposition à vous faire. Et si ça vous intéresse, on veut vraiment le faire pour vous. C'est vraiment faire le premier banque assureur digital en Europe. Vraiment permettre à ma French Bank de vendre pas vraiment l'assurance smartphone pour augmenter la marge, mais vendre l'assurance auto, maison, chien, chat, tout cela, et on peut le faire vraiment d'une façon extrêmement bien intégrée. Et c'est intéressant parce qu'on a réussi à le faire avec ma French Bank, et je pense que c'est vraiment le premier exemple d'un banque assureur en Europe, parce que quand on voit le Revolut, ce n'est pas tout le cas, c'est une autre chose pour l'instant. Je pense qu'ils vont évoluer, mais pour l'instant, c'est une autre proposition de valeur. Et donc ma French Bank qui est la néobanque de la Banque Postale. Exact. Oui. La maison mère de CNP. Exactement. Et pour dire que ça, pour moi, c'est un exemple super des collaborations entre des grands groupes français et les startups françaises. Juste sur l'agrément, parce que ça a été mentionné à plusieurs reprises, et c'est la même problématique encore pour les néobanques. Certains ont fait le choix de prendre la licence, d'autres pas. On voit qu'un petit peu, si on reprend un peu de recul, que ceux qui n'ont pas pris licence ont pris beaucoup d'avance. Est-ce que il va se passer la même chose, tu vois, pour les néo-assureurs? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il faut lire les choses comme elles sont. Le coût de capital pour une start-up, c'est très, très, très élevé. Alors, mes investisseurs, bien sûr, quand je l'appelle pour faire une levée d'argent, ils vont se dire, je vais faire X fois mon capital. Le coût du capital pour un grand groupe, par exemple, comme Covéa, c'est tout à fait différent. Pour eux, je dirais que jusqu'à très récemment, le problème était l'inverse. C'était de se dire, alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent parce que le taux d'intérêt, c'est négatif. Alors, on est sur des problématiques du capital qui sont vraiment l'extrême opposé. Dans ce cas, il faut voir que
il y a un contexte capital, combien coûte le capital, et de ce point de vue, je pense que ça c'est même illogique de devenir assureur à ce moment que je dirais que ce que le marché et mes investisseurs attendent et que ce marché attend, c'est notre capacité à réinventer, réimaginer l'expérience. C'est ça qu'on doit montrer qu'on est capable de faire plutôt d'avoir la capacité d'avoir un agrément en tant qu'assureur. Ça, il n'y a pas de problème. Si une entreprise a de l'argent, elle va avoir l'agrément. Le régulateur n'est pas là pour empêcher l'évolution des choses, au contraire. Alors, c'est une question d'argent, plutôt. Pour moi, c'est aussi une question de ce qu'on veut construire et à quoi ça sert en fait d'avoir cette licence. On a eu ces discussions là avec Joao, avec pas mal d'entrepreneurs. Il y a des startups pour lesquelles c'est utile et nécessaire de demander un agrément. Si on est Sénat, si on est Alan, etc., c'est certainement utile. Si on demande l'agrément mais qu'on ne crée pas, ça ne nous permet pas de créer un avantage concurrentiel important par rapport aux autres. Autant attendre et peut-être le faire un jour, mais économiser son précieux capital, effectivement, quand on est jeune, sur autre chose, quoi. Et donc, face à ces nouveaux acteurs, vous, en tant qu'acteur traditionnel, vous avez, alors, on ne va pas dire contre-attaqué, mais en tout cas inspiré. Voilà. Comme Aurore disait, elle parlait notamment aussi du parcours de souscription. Vous, qu'est-ce que ça a fait dans vos boîtes respectives ? Nous, évidemment, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions, pas tant sur la souscription, parce que finalement, la souscription, c'est du flux. Et nous, on est une entreprise de stock. Enfin, l'assurance, c'est le temps long, et autant la technologie, c'est le temps court. Autant nous, on a déjà un stock qu'on gère bien. Bon, en plus, nous, on a une spécificité, c'est que c'est des agents généraux et donc de toute façon les produits que Joao fait, on ne pourrait pas les faire. En revanche, ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment le client d'assurance est en train de s'habituer à avoir des parcours utiles, à avoir du self-care et à être capable de faire des choses par lui-même, ce qu'il ne faisait pas avant. L'exemple le plus bête, c'est votre attestation de rentrée scolaire. Si vous devez passer chez votre agent général MMA pour la récupérer, comme à peu près tous ses clients, l'agent n'est pas content et le client n'est pas content. Donc en fait, nous, ça nous a obligés à nous dire comment est-ce que je traite bien mon client sans perdre ma spécificité, parce qu'encore une fois, je ne vais pas me renverser, je ne vais pas devenir le Boursorama de l'assurance. Et donc nous, ça nous a poussé à passer d'un modèle purement physique à un modèle digital et à commencer à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire bien, et aussi quelle typologie de clients est-ce qu'on sait adresser bien et quelle typologie de clients on ne saura jamais bien adresser. Et je ne suis pas sûr que le jeune étudiant, ce soit des gens qu'on veuille nous capter, mais même si on le voulait, en fait, on ne saurait pas le faire. Mais on ne veut pas non plus le jeune étudiant. Mais ils viennent quand même, non ? Parce que moi, ils ne viennent pas. Oui, mais c'est merveilleux. Je pense que, en fait, vous aurez aussi un problème de flou parce qu'à présent, notre âge médian, c'est 33 ans, notre âge moyen, c'est 36 ans. Et je pense que le flux de clients qu'on est en train d'avoir, même si vous avez en stock, bien sûr que je suis certain que c'est important que votre âge moyen dans votre stock soit maintenu et ne soit pas en train d'augmenter. J'imagine que, et je serais vraiment étonné que pour beaucoup des assureurs en France, cet âge moyen et médiane est en train d'augmenter au niveau du stock. Et je pense que ça, pour un assureur, ça le fait réfléchir. Complètement, je suis tout à fait d'accord. La vraie question, c'est de savoir, en termes de qualité de rétention, et ça c'est une des questions qu'on se pose, nous on sait qu'en revanche, une fois que le client rentre, il reste très longtemps. Et donc la question, c'est est-ce que ceux que Lovis capte avec cet âge médian et cet âge moyen vont rester très longtemps. Et ça, personne n'a le recul pour le dire, mais c'est sûr qu'on doit se positionner. J'imagine qu'on a tous cette question-là en tête. En fait, moi, ce que ça m'inspire, c'est exactement les conversations qu'on a eues dans la banque, en fait. Avec exactement, en effet, un flux... Donc, dans le groupe Société Générale, on a en effet Boursorama, qui est un modèle de banque, et c'est ce que je disais, qui finalement distribue de la banque, distribue de l'assurance, avec exactement ce modèle natif. On voit qu'ils recrutent 800 000 clients l'année dernière, qu'ils ont un âge moyen en effet qui baisse, donc qui est un âge moyen de clients plus faible que notre âge moyen en fait nous dans les banques traditionnelles. Et en fait, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, on a les mêmes réflexions sur la distribution de l'assurance qu'on a eu sur nos produits de banque. Donc nous, ce qu'on veut et ce qu'on cherche à faire, c'est même dans des modèles traditionnels, enfin moi, c'est mon credo, et notamment parce que, en effet, j'ai cette expérience, c'est il faut proposer aux clients les produits pour qu'ils soient autonomes pour les souscrire et les gérer. Il faut que ce soit sur étagère. Et il faut que ce soit dans les standards qui, en fait,
vous concurrence. Il n'y a pas de copyright sur l'expérience client, donc on doit pouvoir aussi à un moment essayer avec notre IT, notre conformité, nos risques d'y arriver. Et à partir du moment où en fait on a ces parcours-là, nous la différence c'est qu'on a encore probablement par des plateformes ou dans des réseaux d'agences encore des humains qui vont rassurer les gens qui sont pas complètement en fait à l'aise pour tout finir. Mais voilà, je pense que vraiment ça pour nous c'est exactement sur l'assurance ce qu'on a eu à traiter et ce qu'on a eu à traiter sur la banque. Oui, je vous rejoins à 100%. Je pense que et en fait, la raison par laquelle je choisis la France pour démarrer Loviz est très simple. J'ai remarqué qu'en France, il y avait seulement 2 dimensions d'assureurs. Il y a d'un côté les assureurs comme MMA ou par exemple Maïf, Zurich, Allianz, avec un discours très 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 similaire qu'on est très cher, mais vous pouvez nous faire confiance. Et après, il y a en autre groupe, c'est Direct Assurance, Assudomil, tout cela. Je vais être obligé de répondre. Quand même. Et là-dessus, on n'est pas grand-chose, mais par contre, on n'est pas cher du tout. Et ce que je trouvais super intéressant pour Loviz, c'est qu'il n'avait pas dans le côté, même avec les players digitales, il a quelques essais de poser à la gauche ou à la droite. Et ce qu'on trouve génial, c'est d'avoir un positionnement comme Monzo, ou comme, je dirais un positionnement vraiment Monzo, qu'on est ici pour créer une nouvelle expérience. On est ici pour vraiment créer la nouvelle définition d'assureur, la nouvelle définition de qu'est-ce que c'est l'assurance. Et cet endroit au milieu, on veut avoir des prix compétitifs, mais on ne veut pas casser le marché, on va avoir une expérience digitale, et ça ne veut pas dire que c'est moins bonne que les acteurs traditionnels. Pour moi, c'est vraiment l'endroit où Loviz doit être. Là-dessus, Joao, ton challenge, c'est que tu joues sur le marché, enfin vous jouez chez Loviz et les autres, sur le marché de l'acquisition de clients online, voire en full online sans parler à un conseiller, pour qui c'est un challenge beaucoup plus significatif que quand on va chez un agent général ou chez son banquier pour souscrire des produits, où c'est entre guillemets plus facile de vendre une belle couverture quand on a l'occasion de discuter avec le client. Et aussi, vous avez les challenges sur du coup, des coûts d'acquisition. Alors, je pense que c'est très important de démystifier ces 2 challenges. Alors, depuis janvier 2021, on a commencé vraiment à travailler le upselling. Et je peux vous dire que, par exemple, dans l'assurance MRH, on a augmenté notre prix moyenne en 50%. Ça montre vraiment que le client ne veut pas acheter le moins cher. S'il comprenne qu'il va payer 50% plus, mais il va avoir des couvertures qui lui conviennent, et ça, c'est bien fait, le parcours, il est prêt à acheter. Et ça, pour nous, par exemple, on a conçu une meilleure assistance maison. On ne pensait jamais d'avoir un take rate de 60%. On était étonnés. Alors, pour dire qu'en fait, le client, il est prêt à payer un peu plus s'il voit qu'il y a un bénéfice pour lui. Par rapport à la deuxième question de coût d'acquisition en ligne, je pense que c'est intéressant parce que je ne veux pas dire que ce n'est pas cher, mais par contre, les unit economics, maintenant pour les produits that matters, alors pour assurance maison, auto, on a un payback time environ 9 mois. Alors pour dire qu'en fait, le modèle est soutenable. On n'est pas vraiment en train... Malheureusement... je n'ai pas reçu des chèques de 50 millions, alors on était obligé toujours à être un peu le underdog dans l'assurance, dans la SurTech française, mais ça nous a obligés aussi à vraiment rester disciplinés. Et ce qu'on peut voir, c'est que non, on peut avoir des taux de transfo très élevés et que ça marche. Non, mais moi, je pense que ça marche parce que en fait, c'est une tautologie de dire que le client paye s'il voit de la valeur. Enfin, oui, je veux dire, c'est humain. Après, tout l'enjeu, c'est de savoir comment, sur un monde en effet digital, on arrive à bien la démontrer. Moi, j'ai trouvé que dans un monde digital, ce qui est difficile dans l'assurance, pour faire un parallèle par exemple avec la banque au quotidien, on sait tous le prix qu'on paye pour une carte. On sait le prix en fait, et puis il y a des comparatifs qui sont... il y a des comparatifs. Enfin, je pense que et puis une carte, c'est une carte. Enfin, je veux dire, à part des montants de paiement et puis de retrait. Et l'assurance, moi, je suis complètement d'accord. Si on arrive à casser ce côté qui est, je trouve, moins lisible directement, parce qu'on paye une prime, mais en fait, après, il faut savoir c'est quoi la valeur couverte, et puis ensuite, c'est quoi les exclusions. Donc, en fait, cette capacité
à démontrer la valeur pour démontrer un prix. Je trouve que dans le monde digital, on va y arriver. Enfin, moi, j'ai zéro doute qu'à un moment, on y arrive. Mais c'est vrai que c'est pas forcément en fait aussi lisible pour le moment. Donc, moi, je pense qu'on est au début de la digitalisation en fait des parcours et du conseil. Après, Ouais. pour moi, la vraie disruption, c'est que et la chose que je déteste dans le monde de l'assurance, c'est qu'on est dans un monde d'assurance que ça me semble le monde des CD il y a 20 ans. On revient au monde des CD, on rentrait dans le supermarché, il y avait des CD. Dans Starbucks, il y avait des CD. Tout le monde vendait des CD, c'était n'importe quoi. Et l'assurance, par exemple, c'est un peu la même chose. Sauf qu'il n'y a pas vraiment une plateforme, disons Spotify, pour gérer la protection. Et pour moi, ma vision pour Lovis, c'est ça. Il faut qu'on soit la plateforme qui permet aux gens, de manière simple, transparente, de gérer leur protection. Mon jeu, ce n'est pas du tout de vendre des CD. Alors, de maximiser la vente CD, dire alors je fais la CD à moins cher, à 10 euros. Non, ce n'est pas du tout mon jeu. Mon business, ce n'est pas ça. Mon business, c'est vraiment d'acquérir pas en produit, de vendre en contrat, mais de faire venir un client en disant bienvenue chez Lovis, on est quelque chose de complètement différent. On est vraiment votre compte en ligne pour gérer la protection. Moi, je trouve ça très beau, mais la satisfaction client en assurance, elle ne se mesure pas au moment où le client rentre et arrive. Ça se mesure tout au long de la vie. Ça se 300% d'accord. Au moment du fier de sinistre, ça. ça se mesure sur le long terme. Et j'ai l'impression qu'on ne mesure pas la satisfaction de la même manière. Et de la même manière que l'analogie avec le CD. Moi, quand j'achète un CD, je Alors, l'écoute. je vous Non, mais- challenge, je peux vous montrer nos NPS en temps réel. Je suis sûr qu'on a une vision Comme la expérience client 10 fois plus complète que la vôtre. Ah, mais évidemment. Mais en revanche, Et on le prend très au sérieux. Même moi, j'appelle mes clients. Est-ce que le PDG de Covea a combien de clients il a appelé la dernière? parce qu'on en a 11 millions. Et donc on peut D'accord, mais parlez à quelques. J'ai aussi 50 000 clients. Je ne peux pas appeler à tous. Bien sûr que non. Mais au moins, j'ai fait un effort régulièrement d'écouter mes clients. Mais moi, j'ai 1500 MMA, on a 1500 agents généraux sur le terrain qui écoutent beaucoup le client. Je ne dis pas que c'est un mauvais modèle, attention, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que l'analogie du CD est pour moi pas la bonne, parce qu'un CD, on l'achète et après on a envie de l'écouter. Alors qu'une assurance, on l'achète, on a envie de jamais en entendre parler, de payer le moins cher possible, et éventuellement, si on doit s'en servir, c'est quand même un pépin, que ça se passe pas trop mal. Et c'est pour ça aussi que l'assurance, c'est très différent de la banque. Moi, je suis évidemment dans une néobanque, ils m'envoient des trucs pour me dire soit que mon compte est trop haut, soit que je suis à Évidemment, découvert. n'est pas si évident d'ailleurs. C'est marrant. Bon, à notre âge, je pense qu'on est tous dans une néobanque. Ouais, mais... si. Non, heureusement, il y en a. Mais donc, encore une fois, les touch points avec les clients en assurance, moins il y en a, mieux on se porte. Et ça, c'est l'inverse de beaucoup d'autres business. Nous, on vend de la confiance et de l'oubli. Ouais, mais je pense que par exemple sur l'assurance, alors là pour le coup, moi je suis plus banquière qu'assureur, d'accord, parce que moi je distribue, mais je pense aussi que cette capacité à créer du lien, notamment en disant aux clients, par exemple les couvertures, enfin le monde de l'assurance, enfin parfois on est couvert sur plusieurs, tu sais, entre la carte, moi je pense qu'il y a aussi, à mon avis, à inventer. Alors, il y a la gestion du sinistre, en effet, qui est le moment clé, etc. Mais plus que ça, il y a la gestion, en fait, c'est toutes les assurances où on va te dire, tu es éligible à ça, utilise ton assurance. En fait, à un moment, ça, je pense que ça crée du contact, de la réassurance, de la SAT. Et ça va s'inventer aussi, à mon avis. Alors, le seul point que je voudrais bien sûr rester clair, c'est que bien sûr, il faut qu'on ait des bons taux de conversion, il faut qu'on arrive à vendre. Mais clairement, Lovis a une vision très claire que, en fait, notre réussite ou pas réussite va dépendre de la vraie expérience client. Et la vraie expérience client, c'est le moment de sinistre. Et là, on ne joue pas, bien sûr. Est-ce qu'on a déjà l'expérience client qu'on souhaite? Non, je dirais qu'il y a beaucoup de choses que je veux encore améliorer. Et ça, c'est génial, parce que ça montre qu'il y a beaucoup à réimaginer, à réinventer. Mais est-ce que on est en train d'investir là-dessus énormément. Et pour moi, c'est vraiment clair que tout le monde chez Lovis parle à des clients régulièrement. Et je pense qu'il y a une vraie vision client chez Lovis. Alors, le fait qu'on est digitaux, ça ne veut pas dire qu'on est loin du client. Au contraire, on veut être digitaux pour les choses qu'en fait, personne ne veut parler à une personne, comme les attestations et tout cela. Et pour soutenir un peu Joao là-dessus, Rome ne s'est pas construite en un jour, ça prend toujours un petit peu de temps de construire les choses. Et nous c'est des sujets qu'on suit chez CNP Assurance de très près, parce qu'en fait, pour faire une analogie tout à fait critiquable certainement, le jour où les gros distributeurs de livres se sont rendus compte qu'Amazon était en train de leur manger des parts de marché parce qu'ils avaient 15% du marché, il était déjà trop tard depuis au moins 3 ans pour réagir.
Donc c'est pour ça que nous, on essaie de s'inspirer, essaie de travailler avec des startups. Ça fait partie de notre rôle chez OpenCNP. Comme on s'inspire et on copie sur tout ce qui est tout ce qu'on peut les concurrents également pour servir au mieux nos clients et assurer au mieux tous les publics. Oui, je dirais qu'en fait, mon point de vue, c'est que est-ce qu'on est où on veut arriver? Bien sûr, c'est un chemin long qui implique des efforts de construction gigantesques. Par contre, est-ce qu'on comprenne qu'on est dans l'assurance, alors il faut qu'on prenne le risque? Bien sûr. On voit, il y en a des systèmes de détecter des comportements de fraude. Je dirais que je pense que les assureurs n'ont pas vraiment. Et qu'on le voit vraiment en temps réel. On peut voir en temps réel tout ce qui est en train de passer dans la plateforme. Est-ce qu'on a une vraie vision client? Bien sûr. Est-ce qu'on est déjà où on veut aller? Non, on est dans le chemin et on va y arriver. Le chemin est long, mais je pense qu'on a disrupté l'expérience d'achat et ça a été vraiment le premier niveau. C'est vraiment la première étape, c'est le premier jour dans l'enchaînement. Et je dirais que pour moi, la révolution qu'on a amenée dans le processus d'achat, c'est seulement une référence de ce qu'on peut faire dans tout le reste. Mais après, il y a une révolution. Moi, pareil, parce que j'ai beaucoup d'analogies. Enfin, je suis hyper d'accord avec tout ce qu'on dit là, sur le fait qu'il n'y a aucune opposition entre du digital et de la connaissance client, que même dans un monde digital, en fait, comme il y a une interface et que c'est qu'une vitrine, on est hyper orienté client, en fait, de fait. Donc ça, et tout ce qu'on se disait sur le chemin qui fait que on a encore des ambitions, on n'est pas là où on voudrait être. Non, moi, la question que j'avais quand même, c'est en fait, parce que dans la banque, on l'a eu, ça, et on l'a encore. Il y a un des sujets, c'est pas que l'expérience client, c'est aussi la façon d'aborder en fait le prix, en fait, et notamment dans l'assurance, on sait comment elle est faite en France. Voilà, donc, je veux dire, notamment sur de la protection. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que en fait, dans le modèle, justement, vous revoyez un peu les systèmes de primes, les primes à l'entrée. Ensuite, je veux dire, les assureurs, il y a quand même des actuaires qui font un pricing qui prend en compte du coup des augmentations liées à tel sinistre, etc. Et parce que ça, à un moment, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une disruption envisagée dans même les modes de pricing, c'est-à-dire à un moment. Ça, je pense que oui. Alors pour le coup, c'est pas forcément des acteurs comme Lovis, même si Lovis s'y mettra peut-être. Mais oui, il y a de l'intelligence artificielle. Et là, le fait d'avoir déjà du stock nous permet d'avoir des bases de données qui sont hyper intéressantes. Donc on est moins agile, on a un peu de retard, mais on peut s'appuyer sur un écosystème d'InsurTech qui d'ailleurs viennent nous apporter des solutions qu'on paye. Et ça peut changer des choses. Mais moi, quand j'entends le débat qu'on a quand même, je me dis qu'on a dû avoir exactement le même 30 ans en arrière au moment de l'assurance directe. Et en fait, je ne vois pas ce qui a changé. Je pense qu'on nous vendait aussi que l'assurance directe, ça allait tout disrupter, qu'on allait tout faire par téléphone. Bon, non, ça a pris une petite part de marché, oui, mais qui n'a pas du tout fait bouger les lignes. Moi, je pense à l'inverse, que c'est comme quand on avait dit Internet dans les années 2000 et ce qu'on voit maintenant. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même des évolutions, mais très, très, très significatives qui vont arriver. Est-ce que ça veut dire que 100% des gens seront digitaux et autonomes? La réponse pour moi est non. Mais la façon dont on va avoir de les servir, mais bien sûr que c'est en train quand même de largement, à mon avis, changer. Et ça veut dire qu'il y a de l'humain. Après, où est-ce qu'on le met? Et en fait, à quel moment c'est utile? Mais je pense que le fait de dire ça n'a pas disrupté, je pense que le monde est quand même en train de changer. Mais nous aussi, on change. Donc en fait, on n'est pas resté inactif. Mais c'est pas de la disruption, c'est de la transformation logique et continue. C'est plus ça. Mais il y a des modèles qui ont vocation à évoluer beaucoup, à mon sens, parce que je ne sais pas. Il doit y avoir un certain nombre de gens sous 35 ans dans cette salle. Quelle est la proportion qui sont déjà allés chez un agent général et quelle est la proportion qui va y aller dans le futur? En tout cas, à titre personnel, je m'y vois pas. Et je pense qu'il y a des évolutions structurelles et nécessaires qui vont être amenées par ces acteurs-là. Parce qu'on a un spécialiste de l'online ici. Oui, après, je pense qu'il y a une vérité par rapport à ce que vous disiez des assureurs directs. Il y a un mensonge. Il y a une vérité qu'en fait, l'impact était limité en France. Mais si on va aux États-Unis, l'impact est majeur. Si on va au Royaume-Uni, l'impact est gigantesque. Alors, il faut comprendre que la France était à côté un peu du mouvement direct assureur pour certaines raisons. Et est-ce que ça va être le cas aussi dans le mouvement digital? C'est moins clair. Je pense que dans l'évolution technologique et dans l'évolution des acteurs, si on peut, comme si on est France Télécom et on est dans les années 90, et on se dit
rien a changé et rien va changer. Et ça peut être vrai en 1980, 1970, mais à un moment donné, ça peut être que le changement peut arriver et le changement peut avoir un impact plus fort et rapide qu'on ne l'attend. Alors je pense que dans des sujets comme ça, le passé, malheureusement, en fait, l'assurance est pricée, basée dans le passé, mais je pense que la disruption, être basée sur le passé, c'est difficile. Utiliser le passé comme référence. Eh ben, On s'est auto-modéré en fait. eh ben, j'allais vous dire merci, ça m'a fait un peu de repos. Donc, non, c'est pour ça que je vous ai laissé. La banque assurance, C'est voilà. parfait. Non, mais franchement, je vais On quand peut même- continuer d'ailleurs, hein, à mon avis. On a encore une petite on a heure. encore plein. On peut encore prendre un café. Et une ou deux dernières questions, enfin peut-être qu'une, si vous automodérez encore. Mais juste sur, pareil, toujours le parallèle néo-assurance, néo-banque. Il y a eu les grandes banques françaises ont créé, ont racheté certaines néo-banques, enfin banques en ligne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu encore de sujets là comme ça dans l'assurance ? Alors, pour quand même pas faire de MMA et Covea juste un acteur du passé, nous, on a créé un courtier 100% digital et on teste le modèle. Ça s'appelle Apnin et ça fait ce que fait Lovis pour l'instant en beaucoup moins bien. Mais donc, on se pose la question, on essaye de le faire. Encore une fois, je pense que l'assurance, c'est aussi du temps long. Et donc cette question-là, elle va continuer à se poser au fur et à mesure. On n'a pas vu la nécessité d'y répondre immédiatement, mais c'est sûr qu'on va se la poser stratégiquement tous les ans dans les 15 prochaines années. Et dur de dire où ça va aller. Ouais, côté CNP, on a aussi créé le premier néo-assureur brésilien, qui est donc le plus gros et un des seuls à distribuer online au Brésil. Et puis, effectivement, c'est des questions qui se posent régulièrement. Après, la réalité, c'est aussi que les néo-assureurs, c'est un phénomène beaucoup plus récent, historiquement, que les néobanques. Les niveaux de maturité, les tailles des business ne sont pas les mêmes. Et je pense que c'est vachement intéressant, en prenant des gros grains de sel quand même, de comparer un petit peu les deux, parce que ça peut nous donner une vision du futur. Cela dit, le parallèle, même des seins, moi, je ne suis pas convaincu. Bon, écoutez, nous, Société Générale, c'est vrai qu'on a un modèle qui s'appelle Moonshot. Donc, on a aussi... attends, je vais dire... Bon, bref, en gros, on essaye, nous aussi, d'une part, dans notre banque, encore une fois, de distribuer les produits aussi de manière digitale. Et ensuite, sur un modèle qui est plus en ligne, je pense qu'il y a des types assurances où c'est des assurances contextuelles, où on facilite avec exactement cet angle d'être digital et de faciliter la vie du client. Oui, après, pour moi, l'avenir, ça va dépendre aussi des fonds d'investissement parce que quand on regarde en France, malheureusement, la France n'a pas réussi à créer vraiment des grands néobanques jusqu'à présent pan-européens comme N26 ou Revolut. Et quand on regarde un peu les banques en arrière comme Boursorama, Nickel, quand on était tous... Ça va pas, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on était tous rachetés et on part... Boursorama n'a pas été racheté. Enfin, c'était... Non, la marque était... Je comprends. Ce que je veux dire, c'est que ils n'ont pas réussi à rester autonomes pour faire ce mouvement, parce qu'en fait, on est en train de parler des marchés dans lesquels il n'y a pas bootstrapping. Pour créer en Revolut, en Monzo, en Lovis, il faut vraiment des grandes sommes de capital. Malheureusement, on ne peut pas faire de bootstrapping dans les marchés régulés. Et bien sûr, s'il y a le capital qui va suivre, ça va permettre en fait qu'en Lovis va être implanté plus rapidement ou non. Et bien sûr, pour moi, ça c'est la clé de tout ça. Par exemple, je suis arrivé en France en 2017, ça m'a pris 2 ans pour faire un seed round. Comme ça, on perd énormément de temps. Si j'avais eu l'argent plus rapidement, je pouvais avancer. Bien sûr qu'il y a un frein très important lié à ça. Après, ça c'est la question du jour et je pense que c'est une question importante qu'on se pose dans le marché actuel. Est-ce que les startups vont continuer à avoir le capital qu'ils ont besoin pour vraiment innover et pas seulement to scratch the surface? Alors, en tant que VC et représentant du coup un petit peu des deux, Joao, là de toute façon la réalité des marchés et le contexte macro font que
on va rentrer dans une période un petit peu de moins exubérante en tout cas. Et non, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que on va voir les acteurs qui vont sortir du lot. On va voir les acteurs qui vont pas forcément réussir à passer le cap. Et certaines mauvaises voix dans les assureurs qui disent tout ça c'est des bêtises, ils dépensent beaucoup d'argent qui est pas par les fenêtres et ils en donnent plein à Google et à Facebook. Ils auront certainement raison pour certains, mais je pense pas pour tous. Et à la fin du compte, ils pourront plus le dire pour les acteurs qui auront survécu, qui auront montré une capacité à acquérir des clients à des prix acceptables, à les rentabiliser, à les accompagner, à leur fournir une belle expérience. Après, pour qui ça va passer, c'est une bonne question, parce que si on regarde les néobanques aujourd'hui, c'est quand même très difficile, et on voit, si on regarde sur la France, c'est pas facile pour tout le monde. Bonjour Boursorama qui se développe quand même très bien. Hein. Il y en a qui se retirent, il y en a qui bougent. Et puis à l'international, les N26 Revolut dont on a beaucoup entendu parler, c'est franchement pas rose pour eux non plus. Hein. Après, il faut le dire, on a par exemple des assureurs au capital déjà. Alors, on a MS&AD qui est le plus grand assureur japonais, et on a aussi Maïf Avenir. Alors, indirectement, on a 2 assureurs au capital. Mais mon point était très simple, c'est qu'on ne peut pas vraiment réimaginer l'assurance. Et pour vraiment créer une société qui soit impactante, il faut penser qu'on doit lever vraiment quelques centaines de millions d'euros si on veut vraiment créer quelque chose d'impactant. Est-ce qu'on a besoin de centaines de millions pour faire break-even? Non. Même avec 5 millions, je peux attendre break-even. Il n'y a pas de problème pour cela. Je suis en train de dire, pour faire vraiment quelque chose avec ton impact qui peut être transformatif, eh bien, le problème, ce n'est pas le break-even. L'impact, c'est quel est le niveau transfo qu'on veut avoir sur le marché des assurances. Et à l'opposé, il ne suffit pas de lever quelques centaines de millions pour faire un beau business. On a pu voir avec les acteurs américains, sans en citer certains, par exemple Lemonade, qui ont levé des centaines de millions pour avoir un prix qui a été divisé par 3, je pense, cette année au moins. Donc, c'est pas juste l'argent qui compte, c'est la qualité des entrepreneurs. Bien sûr, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé et animé cette table ronde.